Alors je te pose la question autrement. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Salut, vous êêtes beaucoup à m'avoir demandé de revenir sur ce débat entre Étienne Chouard et deux membres du média. Apparemment, ça vous a vraiment déplu, vous n'étiez pas content et tout ça, et vous m'aviez dit, comme on trouvait que tu avais été assez juste avec Chouard dans le débat qu'il y avait eu, dans l'analyse que j'avais fait du débat avec Enthoven, on s'est dit, vas-y, tu veux pas nous faire une analyse là pour voir s'il n'y a pas des points rhétoriques qui vont pas du tout, et notamment de revenir sur l'attitude de procureur de Denis Robert. J'ai l'impression d'être un procureur, là, c'est pas le but. Je vais pas en faire une analyse complète, hein, c'est un peu laborieux, je vais juste faire quelques petites remarques rhétoriques, enfin en tout cas une grosse remarque rhétorique sur le passage le plus problématique. C'est pas mon sujet, j'y connais rien, moi. Pour faire vraiment une analyse rhétorique complète de cette affaire, il faut être précis sur le sens du terme rhétorique. Rhétorique, ça désigne l'analyse des arguments de ce qui est dit d'un discours ou d'une situation de débat, en tant qu'il implique à la fois un locuteur, quelqu'un qui énonce des arguments, qui dit quelque chose, et un auditoire, quelqu'un à qui il s'adresse, des gens à qui il s'adresse, ou potentiellement des gens qui vont recevoir son message. Et donc, ce qu'on appelle rhétorique, la discipline rhétorique, c'est l'analyse de la capacité des arguments avancés à avoir un effet persuasif sur l'auditoire, ou plus exactement sur les auditoires, parce que à chaque fois qu'un message est mis en circulation dans l'espace public, comme ici il y a un débat, il y a plusieurs auditoires qui vont recevoir ce message-là. Et donc si j'adopte un point de vue rhétorique au sens propre du terme, bon, moi je suis relativement déçu par ce débat, parce que finalement, chacun va camper sur ses positions. Par exemple, il y a les adversaires du média, en tant que média, qui étaient super contents de pouvoir se jeter sur l'occasion et de dire « Regardez, le média invite une fois de plus un confusionniste qui en profite pour tenir des propos négationnistes et tout ça. » Donc bon, je pense que ça leur a pas fait changer d'avis, ils n'ont pas changé d'avis. Il y a les gens qui n'aiment pas Étienne Chouard, qui notamment lui reproche son confusionnisme, ils sont nombreux, qui est là, bon, ils ont été servis, parce que, grosso modo, Chouard leur a servi la soupe habituelle, bien confuse, avec les bons gros grumeaux bien pas clairs, qui fondent dans tout ça. Et puis il y a ceux qui apprécient Étienne Chouard, soit parce qu'ils sont intéressés par son discours, soit parce qu'ils sont des sortes de fans hardcore de tout ce que peut dire Chouard, qui, eux, évidemment, ont été vachement déçus, et puis on le voit dans les commentaires. Il serait peut-être plus fécond, par exemple, de montrer que ce sont certaines erreurs théoriques qui amènent Chouard à énoncer de telles stupidités. En montrant par exemple comment la conception d'un peuple homogène, qui ne connaît pas d'autre conflit que celui qui l'oppose au 1% de l'oligarchie, l'amène à croire qu'on peut nouer des alliances avec n'importe qui, et à en adopter les questionnements les plus farfelus. Je vais pas me prononcer sur l'ensemble de l'affaire dans toutes ses facettes, mais il y a juste un point que je voulais creuser, parce qu'il me semble intéressant pour nous, là, sur Internet, qui essayons de réfléchir, qui sommes bombardés d'informations. Ça a un rapport avec le moment le plus problématique du débat. Et je trouve que Chouard exprime dans toute sa clarté, et tout son scandale peut-être, une attitude qui est extrêmement courante, qui trouve son origine dans une attitude intellectuelle plutôt honorable, celle de vouloir douter, celle d'émettre des doutes sur les informations qui nous parviennent, mais qui est aussi à l'origine de tous les travers, on pourrait dire conspirationnistes. Enfin, je peux le dire si vous voulez, mais rendez-vous compte du truc, j'ai rien lu là-dessus. Et j'espère que ça vous aidera, que ça en aidera certains, parce que moi, ce genre de principe que je vais énoncer ici, ça m'aide quand moi-même je suis soumis à des espèces de délires conspi ou des vertiges sceptiques, parce que sachez que ce genre de vertige sceptique où on se dit « Oh là là, mais tout est faux, comment faire pour savoir, il faut douter de tout, etc. » ça nous arrive tous. Et à mon avis, les gens à qui ça n'arrive jamais ont de sérieuses questions à se poser, ça veut dire qu'ils sont soit très naïfs, soit je sais pas, des imbéciles, ou en tout cas des gens qui sont absolument dépourvus de moelle épinière politique. La question qui doit nous occuper, nous, relativement à de telles tendances, c'est de savoir quoi en faire, c'est de savoir comment les convertir en esprit critique, et ne pas être complètement happé par ce genre de délire sceptique qui conduisent à tenir des positions complètement farfelues comme celle que tient Chouard dans ce débat. Avant d'en venir à cette question du doute raisonnable, du scepticisme et de la réaction de Chouard, je propose juste une remarque rhétorique, vraiment de forme là pour le coup, sur le débat. Et peut-être, c'est peut-être une manière de clarifier les réactions qu'ont eues la communauté chouardienne, je pense que ça vient essentiellement de là. Les boutiques pillées, vous les condamnez? À mon avis, ils ont cru reconnaître, et bon, la question est de savoir si c'est à tort ou à raison, dans ce débat, une situation qui est classique
et que l'on rencontre nous-mêmes toujours lorsqu'on est fait un peu de critique média. Cette situation, c'est la situation dans laquelle un intervieweur, donc en tout cas quelqu'un qui est en situation de poser les questions, d'animer et de conduire le débat, lorsque l'intervieweur demande ou exige, c'est plutôt ça la question, exige de l'interviewé d'énoncer une évidence. Est-ce que vous condamnez la violence? Et donc de faire comme si l'interviewé remettait en cause une évidence alors qu'il ne l'a jamais fait. Ne pas condamner, ça veut dire accepter, ça veut dire que vous êtes complice vis-à-vis de ça du tout. Je ne sais pas si ce procédé a un nom en rhétorique, peut-être une forme d'empoisonnement du puits, parce que l'idée c'est de dire, de montrer, de mettre en accusation l'interviewé avant même qu'il ait dit quelque chose. Et tout ce qu'il pourra dire, même en se disculpant, en disant mais je ne nie absolument pas ce que vous avancez, je ne nie absolument pas cette évidence, c'est pas du tout quelque chose que je remets en question. Quand bien même il le fait, le simple fait qu'on lui a posé la question, que la personne légitime a posé les questions, à conduire le débat, a posé cette question, ben déjà le met dans une situation de porte-à-faux, le met en accusation. Donc ça veut dire que c'est obligé de casser ce week-end? Par exemple, dans un débat sur l'écologie, on va demander à l'écologiste « Donc vous voulez qu'on s'éclaire à la bougie, c'est ça ? Répondez !» Est-ce que vous pouvez dire aux jeunes Clichois qui vous regardent ce soir, n'allez pas mettre le feu cette nuit? Ou dans un débat sur l'Union européenne, on va se taper la remarque du type « Donc vous voulez le retour de la guerre en Europe, c'est ça ?» Est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, rentrez chez vous? Tous ces procédés qui consistent à faire passer l'interlocuteur pour un imbécile ou un méchant en lui demandant, comme à un enfant, de répéter des évidences pour voir s'il a bien compris. Ça le met en porte-à-faux, et tout ce qu'il va après pouvoir dire, expliquer ou essayer de complexifier, ce sera lu à partir de ses lunettes. Et de sorte que toutes ces petites erreurs, la moindre hésitation, tout ça va être scruté et immédiatement mis à son débit. On a l'impression qu'il vous est impossible de dire clairement aux plus jeunes qui sont dans les rues, peut-être au moment où nous parlons, il faut rentrer chez soi, ça sert à rien de foutre le feu à la ville. D'un point de vue politique et pas seulement rhétorique, on voit que celui qui va pouvoir faire ça, c'est en quelque sorte celui qui occupe une position de pouvoir, en tout cas celui qui a le privilège de la position installée, qui a le pouvoir, comme ça, hop, de rappeler l'évidence, comme une sorte de juge qui rappelle à la loi. C'est évidemment une stratégie déloyale, mais bon, vous voyez que c'est redoutablement efficace dans un débat pour faire passer l'autre pour un con ou un méchant. Et à mon avis, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru reconnaître cette situation. Et donc de dire « Ah, mais alors, ça y est, le média, c'est le merdia, vous êtes du côté des puissants, attaquer notre pauvre Étienne Chouard, etc. » Donc, bon, je vous laisse juger si on est dans cette situation-là. Mais à mon avis, beaucoup de choses viennent de là. Moi, je vais me concentrer, quelle que soit la réponse qu'on donne à ça, sur la réaction qu'a eu Chouard, parce que qu'on la suppose légitime, illégitime, ou qu'on dise « mais regardez, en fait, il est revenu sur ce qu'il a dit, etc. » À mon avis, c'est quelque chose, par les mots qui ont été prononcés, par le type d'arguments qui ont été avancés, quelque chose de très courant, et même si ça s'est pas produit dans cette situation précise, c'est quelque chose de très courant, et qu'on retrouve souvent, qui est une grande source de confusion, et aussi une grande source, je dirais, de voix sans issue, qu'empruntent beaucoup de communautés sur Internet. Mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Oui, non, mais... C'est pas mon sujet, j'y connais rien, non, moi. D'accord, mais non, tu peux pas répondre, j'y connais rien. À partir de là, on a trois possibilités d'interpréter son attitude. Soit on considère qu'on est dans un procédé rhétorique classique chez l'antisémite, qui, pour ne pas s'affirmer comme négationniste, fait semblant de douter, d'être sceptique, etc. Et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question. J'ai pas pris le temps du tout de travailler le sujet. Pour être décelé, il faut confronter ce qui est dit sur le moment à ce qui a été dit ou fait par le passé par l'intéressé. Soit on est dans une attitude confusionniste, dans ce cas, c'est l'ambiguïté elle-même qui est le problème. C'est une attitude qui n'est pas nécessairement maligne ou insincère, elle peut relever d'une maladresse ou tout simplement d'un scepticisme réel. Que je dise, les chambres à gaz ont existé de façon tranchée, non ambiguë. Non mais juste, je peux le dire si vous voulez, mais rendez-vous compte du truc. Mais le fait de dire que c'est une attitude qui est honnête, ce n'est pas une objection, parce que quand on accuse quelqu'un de confusionnisme, ce qui est en cause, c'est pas son insincérité, c'est l'ambiguïté elle-même, c'est le fait de tenir sans arrêt, tout le temps, des propos ambigus qui font que on ne sait jamais très clairement quelle est la thèse qui est soutenue. Et enfin, on pourrait donc trouver que cette ambiguïté est sincère, et qu'elle trouve réellement son origine et sa justification dans une espèce de prudence intellectuelle. La question devient donc, mais est-il justifié d'être sceptique ici? Cette prudence intellectuelle est-elle légitime dans ce contexte?
Commençons par préciser qu'il est revenu sur ses propos, hein. Il a dit lui-même « Ah mais il n'y a aucune raison de douter d'une telle évidence ». Bon bah dont acte. Alors vous allez me dire, c'est un peu le jeu avec lui, à chaque prise de position, on est prié d'attendre le contre-communiqué une semaine plus tard. « Ah non, c'est pas ce que je voulais dire, j'ai pas été très clair, en fait je vais revenir sur mes propos, etc. » En tout cas, même si vous pensez que Chouard est habituellement super clair, que là, bon, il a un petit peu merdé, mais c'est pas grave, parce qu'il est revenu dessus, donc tout est bon, vous avez qu'à vous dire que ce que je vais dire dans la suite de la vidéo ne s'applique pas à lui, hein, admettons, mais il n'empêche que l'attitude que je vais analyser est une attitude courante et que, en soi, ça vaut une analyse. On serait donc, selon lui, non pas dans la première attitude, l'attitude antisémite, ni même dans l'attitude confusionniste, mais bon, l'ambiguïté sincère qui est le fruit d'une prudence intellectuelle. Bon bah moi ce que je vais essayer de montrer, c'est que même cette prudence intellectuelle-là est extrêmement déplacée dans notre contexte. Si on met à plat les deux positions qu'il tient, ça donne à peu près ça. J'ai pas pris le temps du tout de travailler le sujet. D'abord, Chouard se pose en sceptique qui suspend son jugement, car il estime qu'il n'est pas assez compétent, ou qu'il ne dispose pas de suffisamment d'informations. Et là, à première vue, on pourrait dire, ben voilà, une bonne attitude prudente, c'est une conduite sage. Si cette histoire de chambre à gaz, ou de négationnisme, je ne sais pas si le négationnisme ne concerne que les chambres à gaz, si c'est si grave d'en douter, est-ce qu'il ne suffit pas de produire la démonstration contre ceux qui nient, et puis, comme pour le racisme, on a fait la démonstration, et puis voilà, on passe à autre chose. Ensuite, Chouard demande une sorte de preuve définitive. Il se montre donc bienveillant à l'égard de ceux qui doutent, parce qu'au fond, il dit ceux qui doutent ont de bonnes raisons de le faire, parce qu'en face, on n'a pas encore apporté la démonstration définitive. Il y a un truc déconnant là, tu vois. La deuxième position constitue une grossière inversion de la charge de la preuve. Inverser la charge de la preuve, c'est quand, dans une argumentation, celui à qui il revient d'apporter une preuve, d'apporter une démonstration, une argumentation, exige de l'autre des preuves supplémentaires. Les preuves, on les a, hein. À vrai dire, les historiens manquent plutôt de bras pour toutes les traiter. Donc là, c'est évidemment à Chouard d'apporter une objection pertinente. Demander une démonstration, c'est complètement absurde. La première attitude est plus difficile à aborder. Moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une inversion de la charge de la preuve, car la suspension de jugement face à l'évidence, c'est pas un acte prudent, c'est une attitude qu'il faut aussi argumenter. Quelles sont tes bonnes raisons de suspendre ton jugement? Parce que là j'ai l'impression qu'il s'évertue à faire passer des faits simples, largement établis, pour une sorte de théorie un peu compliquée, qu'on n'a pas encore tout à fait justifiée. Il y a des historiens qui débattent de ces questions. Notez bien qu'on n'est pas en train de débattre de choses compliquées, de théories historiques complexes sur la manière dont est advenue la Shoah, ou la manière dont le système juridique de l'Allemagne nazie a pu permettre à un tel ordre de se propager, ni une théorie économique sur les causes économiques et sociologiques de ce qui a pu se passer dans l'Allemagne des années 30. Donc quelque chose vraiment difficile. Là, ça suppose en effet de lire beaucoup de bouquins pour comprendre l'état du consensus, qu'est-ce qui est discuté, quelles sont les nuances à apporter, etc. Et là, en effet, on peut se dire, ah bon, là, vous me demandez de donner un avis sur toutes ces choses complexes, je sais pas, vaut mieux demander à quelqu'un qui connaît mieux les choses, qui a travaillé pendant 20 ans sur ces questions-là. Non, là, on te demande tout simplement, est-ce que tu crois qu'il y a eu des chambres à gaz ou pas ? Ce sont donc des faits simples dont la description est immédiatement intelligible, et qui nous est parvenue par des témoins qui sont pas du tout des scientifiques, des spécialistes. De sorte que Chouard, ici, ne suspend pas seulement son jugement à l'égard de résultats de travaux d'historiens, mais suspend également son jugement à l'égard de récits de témoins directs, qu'ils soient victimes, bourreaux ou non impliqués. Voilà précisément où je voulais en venir, c'est cette attitude intellectuelle à l'égard du témoignage. Car l'argumentation qu'il va déployer et les mots qu'il va employer semblent légitimes, semblent intellectuellement honorables, et pourtant, c'est ceux qu'on retrouve systématiquement dans les attitudes conspirationnistes. Donc là, il y a quelque chose à démêler. Pourquoi est-ce qu'il faut discréditer les gens, tu vois, sans avoir à produire la démonstration? Tu vas me dire, la démonstration a déjà été faite 1000 fois, c'est ça? Et l'énorme difficulté, à mon avis, pour réussir à démêler tout ça, à analyser tout ça, c'est que cette attitude vient d'une mauvaise interprétation de principes intellectuels parfaitement légitimes, qu'on peut résumer dans des maximes du type il ne faut croire que ce que l'on a vérifié par soi-même, ou encore méfiez-vous de ce qu'on vous dit, ou réfléchissez par vous-même, etc. Ça a pour effet de considérer que tout ce qui me vient, toutes les informations qui me viennent d'autrui, sont a priori suspectes. Et donc savoir, ce serait éviter de s'en remettre à quelqu'un d'autre que soi-même.
Il y a un truc déconnant là, tu vois, parce qu'on demande aux gens, d'être sûrs, d'avoir une certitude sur un sujet qu'ils ne connaissent pas. Et je crois que c'est ce point-là, cette attitude à l'égard du témoignage, mais plus généralement de toutes les informations qui me viennent d'autrui, qui est responsable d'une fuite en avant qu'on va retrouver typiquement dans les attitudes conspirationnistes. Plus généralement, lorsque quelqu'un me dit qu'il a été témoin d'un événement, par exemple mon collègue qui vient de dehors alors que moi je suis dans une pièce sans fenêtre et qu'il me dit qu'il pleut dehors, donc lorsque X me dit que P, on peut avoir 3 types d'attitudes. D'abord une attitude neutre, qui consisterait à ne croire la personne X que si j'ai de bonnes raisons de croire que P. C'est-à-dire des bonnes raisons de croire que l'événement dont il est en train de me parler s'est produit. Je peux par exemple consulter la météo pour avoir une information indépendante. Je ne le crois donc pas sur parole, mais j'attends d'avoir des éléments suffisants pour croire l'énoncé qu'il est en train d'affirmer, l'événement qu'il est en train de relater. On pourrait également adopter un biais pessimiste. Je ne crois jamais ce que me dit autrui, à moins d'avoir une bonne raison de croire cette personne. Par exemple, habituellement, je ne crois jamais personne, sauf mon collègue, parce que lui je le connais, je sais que ce n'est pas un menteur. Je n'ai pas de bonne raison de croire qu'il ment. Si quelqu'un que je ne connais pas rentre dans la pièce et me dit qu'il pleut, eh bien alors j'ai aucune raison de le croire. Mais comme c'est mon collègue que je le connais bien, là je crois ce qu'il dit. Et enfin, on peut juger du témoignage d'autrui à partir d'un biais optimiste, d'un biais positif. Je crois toujours les personnes qui témoignent, je crois toujours X, à moins d'avoir une bonne raison de ne pas le croire. Que ce soit mon collègue ou une personne inconnue qui rentre dans la pièce et qui me dit « il pleut dehors », eh bien je le crois a priori, à moins d'avoir une raison de ne pas le faire. Donc par exemple, si je constate sur son visage qu'il est manifestement en train de me mentir, qu'il est insincère. Ou bien si ses vêtements ne sont pas mouillés, je me dis « c'est étrange, il y a des éléments matériels qui entrent en contradiction avec ce qu'il dit ». Si on le généralisait, le principe sous-entendu par l'argumentation de Chouard nous demande de ne croire que ce qu'on a pu vérifier par soi-même, par observation directe ou par raisonnement. On est donc quelque part entre l'attitude neutre et le biais pessimiste. Or, ce sont des attitudes intenables, on ne peut pas en permanence vérifier tout par nous-mêmes, ou disposer de suffisamment d'informations pour évaluer la crédibilité de tout témoin qui nous dit quelque chose. Nous n'avons pas d'autre choix, quotidiennement, mais aussi dans des situations plus spéciales qui réclament le concours de scientifiques, nous n'avons pas d'autre choix que de faire confiance. Et donc, dans cette perspective, c'est la troisième attitude qui est l'attitude adéquate. La confiance est la règle, et le doute est l'exception. Le doute doit donc être justifié. Les philosophes, pour désigner cette situation, parlent de dépendance épistémique. Épistémique, c'est un terme qui vient du grec pour désigner ce qui a trait au savoir, à la connaissance. Nous dépendons des autres pour acquérir notre connaissance, notre savoir. Nous sommes donc dans un état de dépendance épistémique, voire dans un état de vulnérabilité épistémique, puisqu'on n'a pas d'autre choix que de faire confiance. Par défaut, dans une foule de situations, nous devons faire reposer notre propre jugement sur le jugement d'un tiers. Sauf dans des situations où nous avons de bonnes raisons de croire que l'autre n'est pas crédible. Mais alors c'est à celui qui doute de montrer en quoi l'autre n'est pas crédible. Et vous voyez, je pense qu'une bonne partie de nos espèces de vertiges sceptiques, à tendance conspi, etc., qui souvent nous assaillent, je pense que ça vient d'une mauvaise compréhension de ce principe de dépendance épistémique. Mauvaise interprétation qui nous fait croire qu'on pourrait atteindre une sorte d'état d'indépendance épistémique, par opposition à la dépendance épistémique. État complètement utopique dans lequel le seul véritable savoir serait celui dont je maîtriserais l'ensemble des justifications, et pour lequel j'aurais pas besoin d'aller pêcher quelques justifications ailleurs qu'en moi-même. On voit du coup que ça déplace un peu les questionnements. La question ne sera plus tellement comment je vais faire pour vérifier mes informations, mais plutôt comment je m'assure que je peux faire confiance au système, au réseau par lesquels me parvient l'information. Puisque je ne pourrai jamais tout vérifier par moi-même, alors il devient capital de s'assurer de la fiabilité des processus par lesquels les informations me sont transmises. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser là, du côté de ce principe de dépendance épistémique. En tout cas, il faut l'avoir bien en tête quand on est pris comme ça de sorte de vertige un peu conspi. En tout cas, moi, ça m'aide pas mal, cette affaire-là. Ça m'aide pas mal à relativiser quand je m'aperçois que sur une question, je maîtrise pas tout, je suis obligé de me dire, de faire confiance au scientifique qui a travaillé la question. Ça m'aide pas mal à pas me dire « Ah, mais peut-être que lui me ment aussi, comment je vais faire ?» tout ça. Allez, reprenez tout ça à tête reposée, ça va bien se passer, et puis, moi, je vous dis à la prochaine fois. J'ai l'impression d'être un procureur. Et le sourcil là, vous pouvez l'oublier.